there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centreblog.net, vidéo émission consacrée au 4e et avant-dernier numéro de Baltimore, The Curse Bells. Donc petit tour du propriétaire. Scénario Christopher Golden, Mike Mignola, couverture Mike Mignola, l'intérieur par Ben Steinbeck et les couleurs toujours par Dave Stewart. Alors, on suit le fil rouge et qu'y a-t-il au bout de ce fil rouge? La couverture nous l'indique, des vampires, Ajus, une chauve-souris géante et des statues. On va vérifier s'il y a tout ça à l'intérieur. Donc, on ouvre la première page, sur quoi on tombe? On tombe sur plutôt devrais-je dire les choses comme ça. On revient sur là où on s'était arrêté, donc à la fin du 3e numéro, c'est-à-dire sur l'Inquisiteur, un personnage que l'on voit une fois de temps en temps, qui apparaît tel un trait fantôme à côté de la ligne principale du récit. Il suit Baltimore, là où il va, il n'est pas loin. Il est soit derrière, soit à côté, il n'est pas loin, il est à ses trousses, et encore une fois, donc on tombe sur lui. Après son interrogatoire, parce que le 3e numéro c'était terminé par ça, où il avait réussi à mettre la main sur les 2 personnes responsables du guet-apens tenu sur Baltimore dans le 1er numéro. Rappelez-vous, dans le 1er numéro de Baltimore, ça s'ouvrait sur une grosse scène d'action où on voyait donc Baltimore tomber dans un guet-apens tenu par des vampires. Il avait été amené dans ce piège par 2 personnes, donc à la solde des vampires. Et donc du coup voilà, donc à la fin du 3e numéro, l'Inquisiteur met la main sur eux, les interroge, toujours dans cette fin de 3e numéro, donc il leur lâche, enfin plutôt il lui lâche l'information qu'il voulait, c'était à savoir où est Baltimore. Donc ils lui disent Baltimore il est par là, donc faut que tu ailles par là pour le trouver, nous fais pas de mal. Et sur ce l'Inquisiteur leur répond merci pour l'information, c'est très gentil à vous, mais je vais quand même prendre, ça me fait plaisir, c'est pour moi, je vais quand même prendre du temps, histoire de vous purifier un petit peu, parce que d'ici, je sens le malin d'ici, donc ça me fait plaisir. Voilà, vraiment, il leur faisait comprendre que c'est pour moi, ça me fait plaisir, ne me dites pas merci, d'ailleurs, c'est pour Bibi. Donc, on atterrit là-dessus, la première page, le numéro s'ouvre sur ça. Donc on voit l'Inquisiteur terminer sa séance de purification, et c'est juste dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme. Je pense même sincèrement, de mémoire d'homme, c'est la première fois de ma vie que j'ai été choqué par une BD, hormis Tintin au Congo, je crois que ça doit être la 2e fois que j'ai été choqué, en lisant une bande dessinée, c'est la 2e fois. Ce début de numéro est vraiment dégueulasse, parce qu'il faut voir l'état dans lequel Baltimore laisse nos deux jeunes amis. Il y en a un qui est mort. On le voit assis sur une chaise en arrière-plan, tête baissée, et c'est la demoiselle qui, malheureusement pour elle, est toujours vivante, ou plutôt est en train d'agoniser. Et notre Inquisiteur, psychopathe, vraiment, ce passage-là, encore une fois, est vraiment là pour appuyer sur le fait que ce soi-disant homme de religion, homme de foi, est un psychopathe en puissance. Et ça sert surtout à nous dire que la première rencontre entre lui et Baltimore risque d'être très rigolote. Puisque donc on le voit en plein kiff, mais vraiment en plein kiff, en train donc de monologuer sur le fait qu'elle était bénie des dieux. Carrément, que si elle est vivante, que si elle est encore vivante, c'est que donc la séance de purge a fonctionné, que les dieux lui ont fait la petite tape divine sur l'épaule. C'est bien ma fille, tu as expié, donc tu t'es lavé de tes péchés, et on va te laisser en vie. Donc il la détache, il l'enveloppe, le cadavre vraiment purulent, gonflé, boursouflé, vraiment la peau, vraiment ce passage là me dégoûte.
l'emmène dans sa ville natale, on tourne la page et là on revient donc sur Baltimore. Baltimore donc toujours en train de gratter, vraiment l'espèce de rat, toujours en train de gratter les barreaux de sa cellule afin donc d'avoir accès à la cellule de Ajus, puisque Ajus est comme par hasard situé donc juste Ajus est dans la cellule juste à côté de la sienne. Donc il va tenter de passer par l'extérieur. Donc il est en train de démonter les barreaux de sa cellule, mais pendant ce temps-là, Simon lui rappelle que, je sais pas si t'es au courant copain, mais il y a une espèce de magicien fou et une troglodyte à poil et toute rouge qui ont parlé d'une série de cloches maudites qui, lorsqu'elles sonneraient, maudiraient les habitants du village d'à côté et qu'il allait s'en servir pour s'en faire une armée et compagnie. T'es pas au courant de ça? Je sais pas si... Dans l'ordre de tes l'ordre de tes priorités, quand même chelou, quoi, d'aller tuer le mec d'à côté alors qu'il sera encore à côté au moment où tu auras libéré les villageois d'à côté du joug des cloches qui vont bientôt sonner. Ce à quoi Baltimore répond, bah si on suit ta logique, je m'en fous, je vais d'abord aller tuer Ajus et le magicien attendra, il sera encore à côté, donc je m'occuperai de lui après, mais dans mes priorités c'est Ajus en premier. Ce à quoi Ajus lui répond tout en citant Edgar Allan Poe. Donc on connaît l'amour que Mike Mignola porte à ce monsieur, donc en train de citer un passage de l'un de ses écrits qui s'appelle donc Les Cloches, c'est précisé sur la page d'à côté, enfin de derrière, puisque à côté c'est une pub pour Mass Effect. Donc Ajus, toujours sur la même ordre d'idée que Simon, précise à Baltimore qu'il a bien changé et que ne serais-tu pas devenu le monstre que je suis de vouloir laisser les habitants d'à côté mourir dans d'atroces souffrances. Ce à quoi Baltimore répond, je t'ai pourchassé à travers toute l'Europe, c'est pas maintenant que je suis à deux doigts de t'avoir, espèce de petit enfoiré, que je vais laisser les choses me passer sous les mains, ou sous les doigts. Donc, et là, Ajus se met à lui conter une histoire, alors que Baltimore donc arrive à sa cellule et va commencer à gratter les barreaux de sa cellule. Ajus lui raconte donc l'histoire de l'origine, ou plutôt des origines des vampires. Donc il explique que ça remonte vraiment à la nuit des temps, voilà, aux prémices de l'humanité. Les êtres humains vénéraient, ou plutôt craignaient loups-garous, vampires et ce genre de créatures. Il y avait donc ces créatures-là et les hommes en dessous. Les hommes les craignaient, les vénéraient, jusqu'au jour où les hommes ont donc connu la religion, ont eu leur propre dieu. Là, les loups-garous, les vampires ont tenté d'inverser la machine, se dire oh là, ça c'est pas bon là, s'ils commencent à s'inventer leur propre religion, leur Père Noël et compagnie, nous derrière on n'existe plus quoi. Donc ils ont commencé à tuer loups-garous et vampires, tous les prêtres humains, mais c'était trop tard. La boule de neige a commencé à dévaler la pente, à grossir, et même si les prêtres disparaissaient, la religion était là. Et il termine par ça, et c'est à partir de là que l'homme a commencé à ne plus avoir peur, à ne plus craindre la nuit, et à contre-coup, c'est à partir de là que mon maître, et là il parle de son maître, que notre maître a commencé donc à perdre de sa force. Voilà, ça se termine là-dessus, donc bah, je pense qu'on continuera sur cette lancée dans un autre numéro, mais voilà, il parle du maître de toutes ces créatures-là, a commencé à perdre de sa force. On verra, wait and see, et juste derrière, donc il enchaîne, il raconte du coup sa propre histoire, où il enchaîne donc sur la Première Guerre mondiale, et le passage où il a rencontré donc Baltimore, et où il a perdu son œil. Je vous la fais grosso modo comme ça, non plus pour pas vous niquer tout le plaisir de lecture de cette série lorsqu'elle sortira en France, puisque on le sait, Delcourt édite cette série maintenant. Donc dans les grands livres, voilà ce qui se passe. Donc Baltimore arrive toujours sur la cellule de Ajus. Il est vraiment à deux doigts d'ouvrir sa cellule. Mais voilà, il y a un caillou, il y a une espèce de pierre qui glisse. Hop, il regarde, grosse scène d'action. Donc bon, il dit bon, c'est pas possible, je vais pas pouvoir passer par là. Donc je vais continuer, je vais faire le tour. Je vais t'avoir telle une petite souris dans sa boîte, gros matou qui veut manger sa souris. Donc il finit par faire le tour, et là à ce moment là, voilà, donc on tourne la page et regardez vraiment le travail fait sur les couleurs qui est vraiment remarquable et admirable. Donc là en fait on voit la naine troglodyte nudiste approcher de Ajus, et donc Ajus lui dit mais comment avez-vous fait pour vous approcher de moi sans que je sente votre présence?
Et donc là, sans répondre à sa question, la troglodyte lui répond que je t'ai entendu m'appeler dans ma tête et je veux tout simplement savoir ce que tu veux de moi. Donc là, lui répond, bah, j'aimerais beaucoup avoir la liberté, madame. Ce serait super sympa que vous me libériez, puisque bon, c'est bien beau de jouer votre magicien et compagnie, mais vous perdez votre temps. Et là, lui répond, bah toi aussi, tu perds ton temps avec ton bonhomme, ton Baltimore et compagnie. Et elle termine par, mais je sens que cette nuit risque d'être très amusante. Donc là, on revient sur Lucerne, où on voit donc notre inquisiteur ramener à sa famille notre jeune et pauvre demoiselle, ou plutôt les restes de cette demoiselle. Bon, bah, du coup, bah oui, bah, les parents voient ça, ils sont quand même un petit peu choqués, ils disent, oh mon Dieu, mais que t'est-il arrivé, ma pauvre petite fille? Et donc lui, bah, toujours dans son délire, hein, toujours dans son me dites pas merci, ça me fait plaisir. Donc je l'ai purifié, voilà, donc le malin avait l'ascendant sur elle, mais j'ai réussi à la purifier. Ne me dites pas merci, ça fait plaisir. Donc là, le père commence à s'énerver, vous appelez ça purifier après toutes les horreurs que vous lui avez fait subir. Donc là, la mère continue sur la même lancée, et donc là, on voit donc l'acquisiteur lever sa croix avec son regard quelque peu sceptique. Mais peut-être le mal séjourne-t-il également dans cette maison? Peut-être devrais-je m'intéresser à ses parents. Et ce à quoi les parents font, non, c'est cool. Non, c'est bon, non. C'est cool, merci. Non, c'est super, merci, pardon, elle est malade, la pauvre. Merci, on vous dit merci, ça fait super plaisir. Allez, viens, on rentre dans la maison. Donc, l'inquisiteur monte sur son cheval et part suivre la direction que leur a donné les deux oiseaux dans le numéro d'avant. Donc, il part à la poursuite de Baltimore. Donc, on revient donc dans le village qui est en bas du... voilà, ça c'est le village. En bas du clocher avec les cloches, donc là où il y a Baltimore, la naine, le magicien et Agius et Simon. Donc on revient sur ce village-là, vite fait pour montrer que tout est calme, voilà, les gens vivent leur vie, mais case d'après, on voit les cloches, menace qui plane. Et on revient donc sur Baltimore qui du coup donc oui a fait tout le tour de la bâtisse pour réussir à tuer Agius. Donc il rentre dans une pièce et là on assiste à une magnifique scène. Très belle scène, vraiment magnifique, donc qui tient sur 3 pages. Donc il pénètre dans l'espèce de mausolée, je sais pas trop ce que c'est, on va appeler ça le château, et pénètre par le château, donc par une fenêtre, il tombe dans une pièce et il tombe en fait donc sur une des nonnes vampires qui lui demande en fait donc d'expier ses péchés, de la bénir, parce qu'elle en peut plus de cette vie de démon, de vampire, de cette vie maudite qui a été touchée par la peste vampirique. Elle en peut plus de ça. Et donc elle lui demande, afin donc d'avoir droit accès au paradis, donc elle lui demande d'expier ses péchés. Ce à quoi Baltimore, étonnamment, lui répond oui. Ok, d'accord, ok, je le fais. On le voit sur une case hésitant, on le voit disparaître sur la deuxième. Regardez, comme c'est vraiment très bien fait, une très belle scène, vraiment qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc on voit donc sur les 3 cases du bas, donc on le voit, hop, hésiter, tourner la tête, on le voit disparaître sur la case du milieu, et sur la case de droite, hop, gros plan sur, je crois que c'est un calice, on va appeler ça comme ça, sur le calice, on le voit donc mettre la main dessus, attraper le calice, et donc répondre aux attentes de cette pauvre victime, quelque part, puisque oui, c'est quand même une victime dans l'histoire. Donc il prend un hostie, donc on voit vraiment ça, vraiment très bien fait. Je vais encore vous montrer une autre case. Regardez le travail sur et à la fois le dessin et à la fois, est-ce qu'on va la voir? Voilà, la couleur, regardez donc la tête avec les yeux donc plongés dans l'ombre de Baltimore. C'est vraiment très bien fait. Donc il chope un hostie pour lui donner ça à manger à notre vampire. Et juste derrière, voilà la purification faite. Vraiment très bien fait, regardez le découpage, vraiment super bien fait, puisqu'on jongle en même temps et sur Agius. Donc on voit donc le crâne avec l'hostie dans la bouche, donc on voit Agius, moi de mon côté c'est à gauche, mais vous je pense que ça va être à droite. Et de l'autre côté donc on voit Simon de son côté, donc qui se met de la cire dans les oreilles, puisqu'il se doute que si Baltimore est parti à la poursuite de Agius, les cloches vont pas tarder à sonner, donc il se bouche les oreilles pour ne pas entendre le son des cloches, parce que rappelez-vous, aussitôt les cloches sonneront, aussitôt vous serez maudit dès que vous les entendrez. Vraiment, ce passage-là est vraiment super bien fait. Donc, où il donne l'hostie à notre non vampire, et donc il dit en anglais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il donne donc l'hostie dans la bouche de la nonne, et la nonne donc se transforme en squelette. À ce moment-là, dit
Amen. Vraiment très 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 bien fait, vraiment super bien foutu, très touchant. Moi ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai bloqué sur ces 3 pages là pour vous dire. Peut-être pendant 2-3 minutes. Je me repassais le passage parce que c'était vraiment super bien foutu. Et on voit donc le déclic à ce moment-là. Donc du côté de Baltimore. Donc, notamment c'est la petite case que je vous ai montré où on voit avec les yeux plongés dans l'ombre. Puisque donc on revient sur Simon qui se bouche les oreilles parce qu'il se doute que voilà, Baltimore va s'occuper de ses affaires et donc que le reste de la ville est dans la merde. Et donc là il y a un dialogue vraiment super beau, donc il se met la cire dans les oreilles et il fait: Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour tes pauvres brebis égarées. Maintenant, comment traduire ça? Now and at the hour of our death, et maintenant à l'heure de notre mort. Et le Amen survient au moment où... vraiment super bien foutu, mais vraiment, franchement, sincèrement, au niveau de la narration, c'est vraiment excellent. Et donc là, le Amen donc survient donc, du côté de Simon, mais à ce moment-là, lorsque le Amen est dit, on revient sur Baltimore, qui donc chope toutes ses armes, va au combat, et à ce moment-là, donc, regarde, avant de monter les escaliers, regarde en arrière et dit « I'll be back for you, Ajus ». Et donc voilà, voilà, le déclic a été fait du côté de Baltimore. Il va s'occuper donc du magicien fou, de la naine troglodyte nudiste, de ses cloches. Et après coup, donc, va s'occuper de Ajus. Voilà, c'était ça, de Ajus. Donc, Baltimore est devenu officiellement un héros et ça fait plaisir, ça rajoute encore plus de cachet et de charisme au personnage. Donc on tourne la page et on revient donc sur la naine troglodyte nudiste, qui va préparer sa magnifique cérémonie afin de maudire les cloches de l'église. Donc là on voit, il y a tout le monde, hein. Il y a le hibou transformiste, on a le magicien fou, on a les nonnes vampires, on a l'orgue, on a tout. Donc la cérémonie débute à base de sang bien sûr, hein. Comme d'hab on est dans une œuvre de Mignola, faut pas déconner. Donc la cérémonie, hop, commence à partir de là. Donc les cloches commencent à être maudites. Regardez comme c'est super bien fait. On voit les gouttes, on voit le sang remonter en fait de l'orgue jusqu'aux cloches, et on voit donc les cloches, on voit le sang tomber sous forme de pluie sur le sol. C'est vraiment super bien fait. Donc on voit Baltimore avoir accès donc directement aux cloches, mais à ce moment-là, il se fait, on va dire, choper au vol par notre hibou transformiste. Commence donc à ce moment-là une scène de combat entre Baltimore et notre hibou. On tourne la page et c'est la fin du numéro. Suspense, bah oui, parce que c'est l'avant-dernier numéro, donc le prochain logiquement c'est le dernier. Donc, et en parallèle, le combat entre Baltimore et la chouette, le hibou transformiste débute. La cérémonie prend fin, les cloches commencent à sonner. Dernière case, donc le village, le village qui va payer donc le prix de ce petit retard de la part de Baltimore. Donc voilà comment se termine ce numéro, plein de suspense. Voilà, vous l'aurez deviné, c'est le mot de la fin. Plein de suspense, donc en attendant le 5e et dernier numéro de Baltimore. Et d'ici là, je vous dis donc à tous, prenez soin de vous, à la prochaine, à très bientôt, ciao ciao, salut tout le monde.